TF1 20h avec Roger Giquel. Bonsoir. La France a peur. Cet extrait, vous le connaissez. Tout le monde le connaît. Il a tellement été utilisé à tort et à travers qu'il est carrément devenu un mème sur l'internet français. Ce qui est assez étrange, voire même carrément malsain quand on connaît le contexte de très grande gravité dans lequel ces mots ont été prononcés. Mais c'est comme ça, les choses échappent à leurs créateurs, elles sont mal comprises, détournées, ridiculisées parfois, et finalement leur sens d'origine n'a plus aucune importance. C'est l'interprétation qu'on en a fait qui compte. Alors parfois c'est pas grave, ça porte pas à grandes conséquences. Par exemple le fait que vous ne sachiez pas que lorsque Roger Giquel prononce cette phrase, il parle de l'enlèvement, de la séquestration et du meurtre d'un enfant de 7 ans qui s'appelle Philippe Bertrand, et que vous en rigolez quand même parce que la phrase sortie de son contexte est quand même vachement marrante, c'est pas grave, y a pas mort d'homme. Mais parfois, une erreur d'interprétation assénée de façon répétitive et avec suffisamment d'autorité peut avoir des conséquences plus graves. Comme par exemple, pervertir l'esprit de toute une génération. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un faux mouvement cinématographique français, théorisé à la truelle par des auteurs anglo-saxons incompétents et enseigné dans le plus grand des calmes dans la majorité des écoles de cinéma du monde. Cette vidéo est un règlement de compte, et il va y avoir des morts. Mais avant d'insulter, écoutons. Le New French Extremism, ou la New French Extremity, pour ce que ça change, est une classification cinématographique qui trouve ses origines dans un texte théorique publié par le critique américain James Quant, Flesh and Blood, Sex and Violence in Recent French Cinema, dans lequel il analyse une certaine tendance du cinéma français, de la fin du XXe siècle au début du XXIe siècle, à faire émerger sur le devant de la scène des auteurs dits radicaux, dont les films sont, je cite, au croisement entre la décadence sexuelle, une violence bestiale et une psychose troublante. Alors je m'arrête 2 secondes sur cette phrase parce que ce qui est génial avec elle, c'est d'une part qu'elle ne veut absolument rien dire et n'est certainement pas une définition de quoi que ce soit, et d'autre part que la majorité des gens s'en servent pour définir le mouvement. Le paradoxe est orgasmique. Ce que fait en réalité remarquer Quant dans son article, c'est que ces nouveaux cinéastes, on parlera plus précisément de qui il s'agit dans la suite de la vidéo, semblent avoir en commun un certain plaisir de la transgression morale, et surtout revendiquent une certaine liberté vis-à-vis des représentations, disons, classiques du corps en tant qu'objet cinématographique, en le traitant de façon extrêmement crue et directe, qu'il s'agisse de le détruire ou de le considérer comme un objet sexuel. En gros, ces cinéastes dans leurs films, le corps soit il se fait découper, soit il fourre des chattes. Je peux pas le dire plus clairement. De cette analyse va progressivement naître, au fil des auteurs et des articles, ceux de Jonathan Romney notamment, l'idée qu'il y aurait un mouvement d'éveil collectif dans le cinéma français de l'époque, où tout le monde aurait subitement décidé qu'à partir de maintenant, le cinéma français serait un cinéma de la chair. Ce qui était en soi une sacrée révolution, dans la mesure où la grande tradition française tournait presque exclusivement autour d'un cinéma de l'idée, et notamment de l'idée politique. Bon alors là, pas vraiment besoin d'expliquer, vous le remarquerez vous-même, en France, on a quand même une grande tradition au cinéma, du sujet social, de la lutte des classes, des inégalités, tout ça. Prenons un film qui n'existe pas pour illustrer cette théorie du cinéma de l'idée. Par exemple, un film sur un agriculteur. Vous avez l'agriculteur donc qui est voûté, qui a le visage ridé, creusé, qui a les mains dures, rêches à force de travailler, etc. Et la caméra du cinéaste va longuement s'attarder sur le corps de cet agriculteur pour montrer à quel point sa vie est difficile et à quel point cette difficulté il la ressent dans sa chair. En réalité, dans ce film hypothétique, ce qui intéresse vraiment le réalisateur, c'est comment est-ce que le corps meurtri de cet agriculteur est un reflet de sa condition sociale. Et en fait, c'est ça, la révolution apportée par le New French Extremism, faire du corps un véritable objet de cinéma, là où il n'était généralement, encore une fois, que métaphore dans le cinéma français traditionnel. Et alors, ce qui est très marrant avec cette théorie du New French Extremism, c'est qu'en France, tout le monde s'en cogne. Absolument personne n'en parle, ce qui est assez étrange, parce que d'habitude en France, on adore ce genre de conneries, genre la nouvelle vague, le théâtre de l'absurde, la littérature classique. Mais cette théorie-là, apparemment, elle s'est pas nagée, et du coup, elle est restée de l'autre côté de l'Atlantique, bien au chaud chez les Amerlocs, où elle a commencé à faire des petits. Et cette idée de l'existence d'une New French Extremity, elle va très progressivement s'insinuer dans les milieux universitaires américains puis anglais, au point d'être considérée comme un indépassable. Aujourd'hui, dans les pays anglo-saxons, c'est une théorie qui est admise, qui est reconnue, qui est enseignée et qui fait autorité. À tel point que lorsque j'en parle avec des amis à moi qui font des études de cinéma à l'étranger, en Angleterre en l'occurrence, ils m'expliquent que dès qu'on leur parle de films français sortis après les années 90, on leur sort le New French Extremism. Mais qu'on leur sort aussi, dès qu'on parle de films européens sortis après les années 90, l'European Extremism. C'est la contrefaçon danoise.
Tout ça pour dire que cette théorie est aujourd'hui omniprésente dans la compréhension notamment américaine du cinéma français d'une certaine époque, et si vous voulez constater par vous-même à quel point elle a fait son petit bonhomme de chemin, il vous suffit de taper New French Extremism sur YouTube et de voir les dizaines de vidéos anglophones qui analysent des films français par ce prisme et qui se permettent, dans la joie et la bonne humeur, de rattacher ou non tel ou tel réalisateur à ce mouvement. Qui sont-ils ? Alors par contre, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que l'article théorique de James Quant, qui est au fondement de la théorie du New French Extremism, le fameux « Flesh and Blood, Sex and Violence in Recent French Cinema », a été écrit en 2004, et qu'au fil des réinterprétations et des modifications de la théorie, certains réalisateurs qui étaient intégrés à ce mouvement en ont été écartés, tandis que d'autres ont été rajoutés. Tout ça pour dire que c'est pas vraiment une classification qui est fixe, ce qui est déjà légèrement problématique, mais passons. Donc par honnêteté intellectuelle, et aussi parce que je vais certainement pas me taper tous les articles qui ont été écrits à ce sujet sur les 15 dernières années, je ne vais parler dans cette vidéo que des réalisateurs et réalisatrices que James Quant cite lui-même directement dans son article. Après tout, c'est lui qui est à l'origine de la théorie et de la naissance du mouvement. Donc écoutons-le. Nous avons donc, parmi la belle brochette d'extrémistes français, François Ozon, Gaspard Noé, Catherine Breillat, Bruno Dumont, Claire Denis, Patrice Chéreau, Bertrand Bonello, Marina Devanne, Léo Scarax, Philippe Grandieu, Jean-Claude Brissot, Jacques Nolot, Virginie Despentes et Alexandre Aja. Bon, on va pas se mentir, à première vue, et en tout cas c'est tout ce que je me suis dit lorsque j'ai lu la liste de noms pour la première fois, si vous connaissez leur filmographie, vous voyez pas trop ce que ces cinéastes ont en commun. Ils ne sont pas de la même génération, ils n'ont pas fait les mêmes écoles, donc on peut supposer qu'ils n'ont pas été formatés au même courant de pensée, leur style d'écriture et leur démarche de mise en scène sont extrêmement différentes les unes des autres. Certains n'ont fait qu'un seul film qui se rattache aux critères du mouvement, et surtout, enfin, a priori, ils se connaissent pas. Ou en tout cas, ils n'ont jamais revendiqué une quelconque proximité les uns avec les autres. Et j'ai même envie de dire qu'au-delà des cinéastes en eux-mêmes, les différents films que James Quant cite dans son article comme appartenant à ce mouvement, ils sont quand même vachement différents les uns des autres. Enfin, je suis désolé, mais vous allez quand même pas me dire que la similitude entre l'humanité de Bruno Dumont et la vie nouvelle de Philippe Grandieu, elle vous saute aux yeux quand même. J'arrive. En plus, pour le coup, j'ai été sympa, j'ai vraiment pris des scènes qui sont très représentatives de la démarche de mise en scène des deux cinéastes. La première fois que j'ai entendu parler de cette théorie qui voulait appliquer une même grille de lecture à des films que j'aimais et dont les différences me sautaient aux yeux, encore une fois, l'humanité versus la vie nouvelle ou même Seul contre tous et le pornographe, je suis resté dubitatif parce que je comprenais pas en fait. Et donc comme je comprenais pas, je me suis renseigné. J'ai regardé les films qui me manquaient et qui étaient considérés comme appartenant à ce mouvement, et surtout j'ai lu les textes théoriques qui établissaient son existence, en particulier, vous vous en doutez bien, celui de James Quant. Je vous jure, sur tout l'amour que je porte au cinéma d'hier, d'aujourd'hui et de demain, que j'y allais sans a priori. Vraiment, je voulais juste comprendre comment est-ce qu'on pouvait considérer que des cinéastes qui me paraissaient à moi aussi différents pouvaient faire partie d'un même mouvement. Je voulais comprendre, je voulais qu'on m'explique avec des arguments, avec des exemples, et je demandais qu'à être convaincu. Mais au fur et à mesure que je lisais le texte de James Quant, qui est THE article sur le sujet quand même, qui est au fondement de tout, c'est même pas que je suis tombé de ma chaise, c'est que j'ai tout bonnement halluciné. Mais vraiment, comment est-ce que des universitaires, qui devraient quand même s'y connaître un minimum et dont le métier est d'élever l'esprit de leurs élèves, peuvent enseigner un truc pareil? Et surtout, comment est-ce que ce truc peut faire autorité auprès de qui que ce soit? Cet article, c'est la plus grosse arnaque intellectuelle liée au monde du cinéma que j'ai jamais lu, vu ou entendu de toute ma vie. Et puisqu'apparemment on vous enseigne des textes que personne n'a lus, parce que je suis désolé, mais pour prendre la moindre ligne de ce truc au sérieux, faut vraiment pas l'avoir lu, permettez-moi de monopoliser quelques instants de votre vie tranquille et épanouie pour démonter ce truc point par point avec, contrairement à James Quant, des arguments et des exemples
qui, vous le verrez, nous mèneront tout naturellement à la conclusion suivante. James Quant est un critique paresseux et incompétent qui ne comprend rien à ce qu'est le cinéma, alors même que c'est censé être son métier de le commenter. On va se marrer. Et si jamais vous n'avez pas envie de croire sur parole tout ce que je vais dire à propos de James Quant et de son article, je vous ai fait un Google Doc dans la description que vous pouvez aller consulter pour vérifier que tout ce que je dis est effectivement dans ce putain d'article. Par contre, c'est en anglais. Commençons donc par la base de la base. Histoire d'être précis, citons la base universelle et indépassable de toute connaissance humaine passée et à venir, Wikipédia. On définit un mouvement artistique comme un ensemble d'artistes et d'œuvres artistiques ayant une esthétique commune. C'est une notion qui appartient au domaine de l'histoire de l'art et qui est utilisée lorsque le groupe qui est associé à cette esthétique se réclame d'une même démarche, laquelle est en général détaillée dans un corpus théorique auquel adhèrent tous les artistes du mouvement et que l'on nomme un manifeste. Sauf que parfois, il n'y a pas de manifeste, et que les différents artistes y se revendiquent de rien du tout, mais qu'on parle quand même de mouvement. Parce qu'en fait, on peut aussi considérer que, rétrospectivement, ces mecs-là, ils faisaient un peu la même chose, et donc on décide des années, voire des siècles plus tard, qu'ils appartenaient au même mouvement. Parce que c'est quand même vachement plus simple comme ça permet de catégoriser l'histoire de l'art par période, et c'est vachement plus facile à enseigner aux élèves de collège. Un exemple très concret de ça en littérature, c'est le cas de Balzac et Flaubert. Ni l'un ni l'autre ne se sont jamais revendiqués comme étant des réalistes, et Flaubert a même vivement critiqué l'emploi du mot réalisme pour désigner sa littérature, mais ils sont quand même considérés et enseignés comme des fers de lance du mouvement réaliste. Nous avons donc deux cas de figure. Soit le mouvement est défini par les artistes eux-mêmes, à travers un manifeste ou du moins un accord tacite entre eux, soit c'est une notion appliquée de façon totalement artificielle des années après, sur des artistes qui n'avaient rien demandé. Et c'est donc tout naturellement que nous pouvons remarquer que le New French Extremism n'entre dans aucun de ces deux cas de figure. Il n'y a pas de manifeste et les auteurs ne se sont jamais mis d'accord pour adopter une quelconque forme de démarche commune. Contrairement à la Nouvelle Vague par exemple, où il n'y avait pas de manifeste, et d'ailleurs c'est même pas les auteurs eux-mêmes qui ont décidé d'appeler ça la Nouvelle Vague, mais ils étaient tous plus ou moins copains entre eux, ils gravitaient tous dans le même cercle de pensée autour d'André Bazin et des cahiers du cinéma, et donc ils étaient tous clairement d'accord sur la philosophie à adopter. Et si jamais mouvement du New French Extremism il devait y avoir, ce serait de toute façon pas avant des dizaines d'années, et ce serait une catégorisation utilisée par l'histoire de l'art pour enseigner l'histoire du cinéma français. Sauf que le New French Extremism a été établi par des textes qui sont contemporains au mouvement qu'ils décrivent, mouvement qui ne se revendique pas lui-même. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, ou très inquiétant, c'est à vous de voir comment analyser la situation, c'est que James Quant, lui, dans son article, ne parle à aucun moment de mouvement cinématographique. Il parle de tendance. Alors après, évidemment, la question de savoir comment est-ce que le mot tendance est devenu, dans la bouche des universitaires, mouvement, eh bien cela ne nous regarde pas. Même si j'y vois personnellement une preuve de plus que les universitaires ne lisent pas les textes qu'ils vous enseignent. C'est très rassurant. James Quant parle donc de tendance. Qu'est-ce qu'une tendance ? Le Larousse nous dit orientation, direction de l'évolution de quelque chose. Il y aurait donc une évolution remarquable du cinéma français vers un type de cinéma extrême dans la période définie par Quant dans son article, c'est-à-dire de 1998, date de la sortie de Seul contre tous de Gaspard Noé, qui est le plus vieux film qu'il cite, et donc 2004, date de rédaction de l'article. Voyons ce qu'en disent les chiffres. Au début des années 2000, la France produisait en moyenne 300 films par an. J'ai évidemment arrondi parce qu'en 2005 c'était 322 par exemple. La période évoquée par Quant dans son article est de 7 ans, soit 2100 films produits environ. Devinez de combien de films il parle dans son article. 20. Soit environ, j'ai calculé, 0,95% des films français produits sur la période. Tu la sens, la grosse tendance ? Après, je suis d'accord pour dire que les arguments chiffrés, ça veut un peu tout et rien dire en fonction de comment est-ce que tu les interprètes, etc. Et après tout, si les films dont ils parlent sont proches dans le temps et qu'ils abordent un peu tous la question du corps en tant qu'objet cinématographique, représenté de façon transgressive, tout ça, je veux bien concevoir que t'aies envie de théoriser du coup pas un mouvement, mais un élan. Alors vas-y James, je t'écoute. Explique-moi ce que ces réalisateurs ont en commun. La représentation extrême du corps et la transgression morale. D'accord. Quoi d'autre ? Parce que je suis désolé, après bon, je suis pas un universitaire américain reconnu, tout ça, mais je trouve ça un peu léger comme classification. Tu peux pas simplement rapprocher des artistes simplement pour ce qu'ils représentent, en faisant totalement abstraction de leur style et de leur démarche. Je veux dire, à ce compte-là, dès que tu peins un coucher de soleil sur la mer, tu fais partie du grand mouvement pictural
coucher de soleil sur la mer. Alors que justement, ce qui est intéressant dans l'art, c'est pas ce qui est représenté, mais c'est la représentation en elle-même. C'est le style, c'est le point de vue, c'est les thématiques abordées, enfin c'est l'art quoi, merde! Donc moi ce dont j'ai besoin, c'est d'un argument de cinéma, qui est précis, concret, qui nous parle de la dimension artistique du cinéma, et qui fait qu'on peut effectivement rapprocher ces réalisateurs, et surtout nous montrer qu'ils incarnent quelque chose. Ne cherchez pas, il n'y a rien. Cet article théorique écrit par un critique de cinéma reconnu est vide. Il n'y a rien, pas un seul argument artistique qui permet de rapprocher les différents cinéastes cités. Et il y a tellement rien que même toi à la maison, si tu t'ennuies, tu peux t'amuser à trouver de meilleurs arguments que James Quant pour défendre sa propre théorie à laquelle tu ne crois pas. Par exemple, ça aurait été intéressant de rapprocher l'esthétique du corps dans le cinéma de Noé et de Philippe Grandieu et d'analyser le fait que ce sont deux réalisateurs qui ont une approche de la mise en scène qui est basée sur l'immersion sensorielle et l'expérimentation visuelle. Sauf qu'il peut pas faire ça, James, parce qu'il cite également Bruno Dumont dans son article. Et que Bruno Dumont, il en fait pas de l'expérimentation visuelle. Vous prenez 29 Palms, film de Bruno Dumont qui est cité dans l'article. C'est un film qui est extrêmement bien réalisé, avec un travail du cadre et de la composition absolument sublime, mais c'est pas de l'expérimentation visuelle. C'est pas ce que veut faire Dumont. Et du coup, il est bloqué, mon James. Parce que s'il commence à s'attarder sur le caractère cinématographique des films dont il parle, ce qui est une drôle d'idée, de parler de cinéma quand on parle de film, tout ça, il est obligé de souligner leurs différences. Et ça, ça l'arrange pas trop pour démontrer ce qu'il veut dire. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'il le fait quand même. Lorsqu'il parle de Baise-moi de Virginie Despentes, il y a tout un passage pour expliquer que le visuel du film est, je cite, grotesque. Et c'est le seul moment de l'article où il évoque le travail de mise en scène d'un des cinéastes pour en dire du mal. Et a raison, parce que le film est visuellement immonde. Mais le problème, c'est que ce reproche n'est pas du tout représentatif des films dont il parle, et je dirais même qu'en majorité, les films qu'il évoque ont un travail visuel extrêmement intéressant au contraire. Trouble Every Day de Claire Denis par exemple. Même s'il n'est pas aussi marqué que Noé ou Grandieu, son travail esthétique est remarquable. C'est tout en sensualité, en clair-obscur, il y a un travail du rythme et de l'atmosphère implacable dans ce film. Donc, je comprends pas. Pourquoi est-ce que le seul moment dans ton article où tu mentionnes le travail de mise en scène d'un des films, c'est uniquement pour parler de celui qui est effectivement nul? Ne serais-tu pas, mon cher James, en train de secrètement espérer que ton lecteur n'ait pas vu les films dont tu parles, afin que tu puisses utiliser l'argument de négativité par association? Oh si c'est aussi nul qu'il le dit, c'est qu'ils doivent tous être nuls alors! Sauf que moi, on ne me baisse pas, James. Donc ce que je te propose, c'est qu'à partir de maintenant, on arrête de se mentir. Tu n'as aucun argument. Aucun! Et tu le sais très bien. Parce qu'en réalité, James, la seule chose que ces films ont effectivement en commun, et qui fait d'ailleurs que tu en parles ici, c'est que tu les détestes. Et du coup, ce que tu fais, James, c'est que tu les rassembles artificiellement sous une même bannière, parce que c'est quand même vachement plus simple pour les critiquer sans avoir à les comprendre. Pas vrai, James? Monsieur, je suis enseigné dans les universités. Avant de vraiment commencer à te castagner la gueule, James, je voudrais juste préciser une chose. Tu as le droit. Tout le monde a le droit de ne pas aimer un film, de ne pas aimer des films, de ne pas aimer une approche particulière de cinéma. C'est pas ça que je te reproche. Par contre, ce que t'as pas le droit de faire, James, c'est travestir une opinion en analyse objective et faire croire à tout ton monde qu'elle n'est qu'une simple analyse objective. Ça s'appelle de l'honnêteté intellectuelle, et c'est cette honnêteté-là qui fait qu'on accorde de la valeur à la parole des critiques et des théoriciens. Parce qu'il y aura toujours des cons pour te croire sur parole, et qu'il faut penser à eux. Or, tu es un escroc, James. Et même pas un bon en plus, parce que l'analyse que tu fais de ces films est en fait totalement inexistante, et les arguments que tu utilises sont fallacieux, faux, voire même carrément insultants. Et tu te prétends critique de cinéma. Voyons donc maintenant ce qui peut bien motiver la haine que tu nourris pour ces films, haine qui, je le rappelle, est la seule chose qui permet de les catégoriser en tant que mouvement désormais renommé les James Quant Hated Movies. Le principal reproche formulé par Quant à l'égard de ces films, au-delà de leur caractère choquant pour son petit cœur sensible qui bat, c'est qu'ils s'éloignent des canons traditionnels du film français. La nouveauté apportée par les films du New French Extremism est ainsi systématiquement analysée par comparaison avec d'autres réalisateurs ayant, selon l'analyse qu'en fait Quant, et ce détail a son importance, déjà traité ces sujets en mieux. Parce que c'était mieux avant. Toujours. Les références à des réalisateurs français du cinéma classique sont légion dans l'article, mais l'une des plus remarquables est l'obsession que semble entretenir notre cher James pour le légendaire Robert Bresson, qui a tout fait mieux que tout le monde et qui continue de faire tout mieux que tout le monde malgré le fait qu'il soit mort.
C'est donc la bouche en cœur que Quant s'en va nous expliquer que Bruno Dumont fait de la daube parce que ses nouveaux films s'éloignent de l'héritage de Bresson. Je vous jure que c'est vraiment texto l'argument de James Quant. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de rester calme parce que ça sert à rien de s'énerver. Mon cher James, putain de bordel de coups de Pégase castré, mais en quoi c'est supposé être un argument? Et j'ai même pas besoin de le démonter parce que c'est tout simplement pas un argument, quoi, merde! C'est juste complètement débile de reprocher à un réalisateur de faire de la putain de nouveauté. Et au-delà de débile, ça n'a surtout aucun sens, bordel! Et tu vois, James, c'est marrant parce que quitte à vouloir absolument analyser la nouveauté sous un angle passéiste parce que tout était toujours mieux avant, pourquoi est-ce que tu ne mentionnes pas les grands films de l'histoire du cinéma qui ont effectivement traité la question de la représentation du corps de façon choquante et crue? Genre Orange Mécanique, ou l'Empire des Sens, qui en plus faisait preuve d'une sacrée transgression morale pour l'époque. Ah bah non, je suis con, non, bah non, c'est ma faute. Pardon, c'est parce que ça, c'est du vrai cinéma. L'expression n'est jamais employée. Faut être honnête, James Quant ne l'emploie à aucun moment de l'article. Par contre, il nous le fait bien comprendre tout du long. Alors il y a plein de moments où Quant se lâche complètement et vire carrément dans l'insulte gratuite, parce que, je me permets de le rappeler, dire d'un film que c'est pas du vrai cinéma, c'est juste la pire insulte que tu peux faire à un réalisateur. Mais plutôt que de faire durer cette vidéo des heures, je vous ai simplement sélectionné 2 petites pépites qui vous feront rire ou pleurer, et je ne suis pas responsable de l'ordre dans lequel ça arrive. Alors je commence par la plus soft. Y a le moment dans l'article où il traite Gaspard Noé de débile profond qui se croit intelligent parce qu'il a lu un livre de philo dans sa vie. Oui. Et qu'il conclut en le traitant de Bergson boueux, Bergson de la boue, dans la langue de Shakespeare. Personnellement, je trouve pas ça très gentil. Non mais c'est absolument génial comme article. C'est-à-dire que t'as un mec qui est en train de t'écrire un texte théorique, d'analyse, qui entend essayer de comprendre comment est-ce qu'une mouvance artistique française est en train d'émerger, et qui insulte les réalisateurs dont il parle. Bon déjà ça c'est marrant, voilà, c'est intellectuellement c'est un peu limite, mais c'est marrant quand même. Mais il ne s'arrête pas là, notre ami James, absolument pas, puisque porté par la fougue, il va beaucoup plus loin lorsqu'il parle du réalisateur François Ozon. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment le truc qui m'a fait halluciner quand je l'ai lu, l'article, et qui m'a fait me dire qu'il fallait absolument que je fasse une vidéo sur ce sujet. En gros, James Quant cite Ozon lorsqu'il parle de son film Les Amants criminels. Ozon explique en interview que le sexe et la violence sont des sujets qui l'intéressent, car ce sont des motifs artistiques extrêmement puissants, et que cette puissance permet de poser des questions morales aux spectateurs. Voilà donc clair, simple, précis, Ozon, interview, exposition de démarche, tout ça. Et James Quant, il va reprendre cette phrase pour commenter le film suivant de François Ozon, à savoir Sous le sable, et il nous écrit que la démarche de réalisateur que revendique Ozon, eh bien, n'est qu'une excuse. C'est une belle histoire, je cite, parce qu'en anglais, il utilise l'expression « it's a canard », ce qui en fait veut dire c'est une rumeur, pour essayer de justifier ce qui n'est au fond, je cite, que de la provocation puérile. Et là, je rigole plus. On a un mec qui écrit un texte théorique qui est à l'origine d'une pensée universitaire reconnue et enseignée qui nous dit texto dans l'article que le réalisateur se trompe. Le critique dit au réalisateur qu'il se trompe sur sa propre démarche. Ou qu'il ment. C'est à vous de voir comment vous analysez la phrase. Mais tu te prends pour qui, sans déconner? Sans déconner, au-delà de la blague, là, James Quant, là, je sais pas qui, mais tu te prends pour qui? Du coup, j'imagine que maintenant, tu vas nous expliquer avec tes arguments éclairés pourquoi est-ce que Ozon ment sur sa démarche, ou qu'il se trompe, et qu'en fait, tout ça n'a rien à voir avec une intention de réalisation, mais que c'est de la pure provocation. Vous voulez savoir ce que c'est son argument? Bah, c'est que Fassbinder a fait mieux. Tu sais quoi? Va te faire foutre. Franchement, à ce niveau-là, juste, va te faire foutre. Comment est-ce qu'un texte sérieux qui prétend développer une pensée peut n'être qu'à ce point qu'un étalage de mépris passéiste et un refus d'accorder le moindre crédit à des réalisateurs sous prétexte simplement qu'ils ont fait leur film comme ils en avaient envie, et surtout que certains de ces réalisateurs ont, et là je parle objectivement, apporté des trucs que personne n'avait jamais vu avant. Je comprends pas ce qui peut motiver un truc pareil. Je comprends pas. Non mais le mec c'est Eric Zemmour en fait. Donc ce qui motiverait cette haine totalement gratuite et dénuée d'arguments, ça serait que les films dont tu parles seraient le reflet d'une décadence de la France. Vas-y je t'écoute, de toute façon on n'est plus à ça près. Oh non de Diouf, y a un argument. Merci Seigneur des critiques. En gros, pour la faire courte, James Quant considère que ces films sont le reflet d'une pensée politique qu'il qualifie de nihiliste. Pour lui, en fait, ces œuvres ne feraient que constater la souffrance du monde, plutôt que de promouvoir des idéaux qui pourraient encourager à le défendre. Pour la faire encore plus courte,
le temps détruit tout, on peut pas vraiment dire que ce soit une bonne nouvelle. Et en soi, eh bah c'est plutôt vrai. Clairement, on peut dire que les films qu'on rattache au mouvement du New French Extremism, ce sont des films qui ont une vision plutôt nihiliste du monde et qui posent un constat assez désabusé sur la violence de la nature humaine et sur voilà, tout un tas de choses un peu glauques et négatives comme ça, qui sont malheureusement vraies. Par contre, je vois pas le rapport avec la France. C'est-à-dire que je vois pas en quoi cette pensée philosophique, cette vision philosophique du monde serait particulièrement rattachée à notre bon vieux pays du fromage. Mais James, lui, il le voit, le rapport. Et c'est même Seul contre tous, premier film de Gaspard Noé sorti en 1998, qui a l'honneur de servir d'exemple. Pour ceux qui n'auraient pas vu le film, Seul contre tous, c'est l'histoire d'un boucher un peu tonton raciste sur les bords, qui va tout perdre du jour au lendemain à cause de déboires judiciaires, et qui va développer une haine viscérale contre la société française parce qu'elle l'a abandonné. Et donc c'est un peu le récit du développement de cette haine, et de ce qui se passe lorsque c'est la haine qui se met à guider ta vie. Et comme on est chez Gaspard Noé, c'est pas cucu les petits oiseaux, hein, c'est archi vénère. Et voici ce qu'en dit James Comte. Noé décrit joyeusement son film comme anti-français, suggérant que la funeste vision de la société qu'il propose trouve son origine dans le déclin du pouvoir national et de l'identité. Voilà, donc Seul contre tous est un film qui pose ce constat, la France va mal, et c'est parce que la France va mal qu'elle engendre ses propres démons. Maintenant, voyons ce que James a compris de ce constat. Je vous lis. Bon, au début, il parle de Bruno Dumont, mais c'est la conclusion de l'article, donc ça s'applique à tous les films. Quand même Bruno Dumont, autrefois porteur d'un renouveau de l'humanisme dans le cinéma français, capitule face à cette approche agressive, donc le fait de faire des films violents et qui font de la transgression morale, on peut légitimement suspecter que quelque chose de plus profond se trame. Certainement une réponse narcissique à l'effondrement d'une société traditionnellement définie par sa pluralité politique et ses certitudes théoriques. L'outrage, celui qui est authentique, libérateur, l'outrage politique, l'outrage social, l'outrage sexuel, qui avait autrefois nourri les visions apocalyptiques des salauds de Pasolini et de Weekend. Alors là, je sais pas à quel film il fait référence, ça pourrait être plusieurs, et comme c'est pas précisé et qu'il n'est pas fait mention du réalisateur, je ne sais pas. Cet outrage-là semble désormais impossible. Il a été remplacé par cette agressivité grandiose, qui n'est en fait rien de moins qu'une forme de passivité. Merci à tous. Tu vois, James, au fil de l'écriture de cette vidéo, j'ai en fait acquis la conviction que tu étais quelqu'un de profondément stupide. Je reviens un instant sur Seul contre tous parce que c'est vraiment le point de départ de toute ta réflexion sur le message politique de ces films. Donc toi, ce que tu as compris de Seul contre tous, qui est donc un film qui décrit l'effondrement de la société française et dont l'effondrement engendre ses propres démons, c'est qu'il fallait rester passif face à ça. Tu penses que Gaspard Noé, un réalisateur qui a eu des débuts de carrière mais d'une difficulté que tu peux même pas imaginer, qui revendique en permanence être français, faire des films français, être un héritier de la culture française, et qui a même la putain de France dans le logo de sa boîte de production, tu penses que ce mec-là aurait fait un film sur une France qui s'effondre pour dire qu'il fallait rester passif? Tu cites 29 Palms de Bruno Dumont dès le début de ton article, comme un exemple, une illustration de la mort des idéaux humanistes dans le cinéma français, alors que c'est un film sur la puissance de l'amour, qui nous dit que l'amour bâtit, que l'amour sauve, protège et donne un sens à la vie humaine, même au milieu d'un désert sans fin, et alors que c'est justement parce que les personnages refusent de s'aimer que la violence intervient comme une métaphore, une mise en garde, tu en conclus que le film dénigre l'humanisme, alors que Bruno Dumont a fait juste avant un film qui s'appelle L'humanité. Tu parles d'irréversible comme la quintessence d'un nihilisme adolescent, et tu te moques de cette phrase finale, le temps détruit tout. Mais le fait que ce soit justement parce que le temps détruit tout, parce que toute vie est tragique et que la mort attend au bout du chemin, qu'il faut profiter de chaque instant de bonheur, qu'il faut les vivre et les chérir comme s'ils étaient les derniers parce qu'ils seront peut-être les derniers, toi tu en conclus que le film est sans espoir. Tu parles de La vie nouvelle de Philippe Grandieu, qui est effectivement une expérience cinématographique très violente, d'un point de vue sensoriel, mais aussi scénaristique, avec cette femme qui est réduite en esclavage contre sa volonté et qui est forcée de se prostituer. C'est un film qui brutalise son spectateur, mais lorsqu'il se termine, l'expérience a été tellement violente que tout ce que tu cherches, mais c'est la paix et la tranquillité. Tu veux justement tout faire pour ne pas avoir à revivre une telle violence, et encore moins dans le monde réel. Et toi, tu en conclus que le film l'encourage, cette violence. Tu comprends pas les films dont tu parles. Tu ne comprends pas les films dont tu parles. Tu cherches pas à analyser, tu cherches pas à voir au-delà de ton ressenti primaire de spectateur pour essayer de comprendre le travail qu'il y a derrière l'émotion, le travail artistique. Et en fait, mais tu parles même pas de cinéma dans cet article. La seule et unique chose que tu fais,
c'est insulter des films que tu n'as ni compris, ni cherché à comprendre, juste parce qu'ils t'ont choqué. Et tu consacres plus de la moitié de ton article à simplement décrire les scènes dégueulasses qui se trouvent dans ces films, sans analyse, sans chercher à contextualiser, sans chercher à comprendre, simplement pour que ton lecteur comprenne bien à quel point t'as été choqué dans ton petit cœur sensible. Parce que si tu veux que je te dise la vérité, c'est que ton texte là, c'est juste une logorée auto-masturbatoire où tu passes ton temps à habiller comme ça là, de réflexions hasardeuses, un rejet moral primaire de ce qui t'est proposé. T'es pas un critique, et t'es encore moins un théoricien, t'es juste un mec qui a un talent inné, et ça je veux bien le reconnaître par contre, pour trouver toutes les façons possibles et imaginables de répéter encore et encore et encore et encore « Berk, c'est dégueulasse, qu'est-ce que c'était mieux avant ?» Et ce qui me trouve le cul, c'est que t'as des mecs qui t'ont écouté, qui ont repris ton analyse et qui l'ont poussé encore plus loin, sans jamais à aucun moment remarquer à quel point ce que tu disais c'était minable, c'était rance et surtout c'était d'un vide absolu qui n'était comblé que par de l'insulte gratuite. Et pour l'enseigner en plus. Tu vois James, je pensais pas que l'humanité pouvait encore me surprendre. Ah putain la vache! Non, le New French Extremism n'existe pas. Et je crois, en tout cas j'espère vraiment avoir réussi à le démontrer dans cette vidéo. Par contre ces films dont parle James Quant, eux ils existent. Et ils en ont marqué, hein, visiblement, des spectateurs. Et j'en fais partie. J'en fais partie. C'est pour ça que je me suis intéressé à la théorie à la base. Donc je propose qu'on leur dédie cette conclusion. Parce que ces films, qu'on aime ou pas, mais qui ont en tout cas eu un impact sur nos vies et qui ont bouleversé la conception qu'on pouvait avoir du cinéma français, et leurs cinéastes aussi, ceux qui ont marqué le cinéma français d'hier et qui continuent en plus de réaliser celui d'aujourd'hui, envers et contre tout et toujours plus intransigeants sur leur démarche de réalisateur et sur ce qu'ils ont à dire, et figurez-vous qu'ils ont effectivement quelque chose en commun. C'est que ce sont des anomalies. Ce sont des réalisateurs qui se connaissaient pas et à qui soudainement des producteurs ont décidé, voilà, sans aucune raison, et c'est toujours pas explicable d'ailleurs, de faire confiance. Parce que des projets qu'on pourrait classer dans cette escroquerie là qu'est le New French Extremism, mais il y en a des milliers qui dorment tranquillement dans les tiroirs, des milliers, des films qui sont bons, des films qui sont parfois mauvais aussi, mais qui sont surtout intransigeants, et que personne ne veut financer. Et si aujourd'hui on connaît le nom de ces réalisateurs, là, Noé, Carax, Claire Denis, Philippe Grandieu, François Ozon, même Pascal Laugier, pour les plus récents qui ont été rattachés à ce mouvement, à ce truc-là, mais c'est parce que des producteurs ont soudainement décidé de dire d'accord, on le fait. D'accord, on arrête de faire ce que le cinéma français est censé faire, ce cinéma français que l'on déifie et à juste titre, mais qui nous enferme malgré nous dans quelque chose d'indépassable, et on se met à faire du cinéma tout court. On avance, on tente, on rate, on réussit, mais surtout on ose proposer quelque chose de différent. Quelque chose qui fait que nos films extrêmes sont si reconnus à travers le monde. Notre talent d'abord, mais surtout notre conviction nationale, celle qu'ils partagent tous et toutes, à savoir que la meilleure façon de créer, la seule qui compte, celle qui définit la démarche de tous ces cinéastes et de tous ceux à venir, ce pourquoi nous créons. Je vais te donner un indice, James. C'est dans notre putain de devise nationale. Et ça s'appelle la liberté. La liberté de créer au-delà de toute barrière, de toute frontière, de tout rejet et de tout amour du public. Créer ce que l'on veut, comme on veut. T'as pas la moindre idée d'à quel point ces cinéastes que tu méprises tant ont lutté pour en arriver là où ils en sont, et à quel point en ça, ce sont des héros pour les gens comme moi. Alors non, ils n'ont pas à se conformer à quoi que ce soit, ni à la morale de qui que ce soit, ils font ce qu'ils ont à faire. Tu peux trouver ça choquant, c'est ton droit. Je te juge pas pour ça, et c'est pas ce que je te reproche. Mais sache que Béatrice a une réponse pour toi. C'est une scène où je me demandais quel était le mode d'emploi au final. Parce qu'on la regarde, mais on est obligé de se cacher les yeux en même temps. Parce que c'est trop puissant en termes d'image. Parce que t'es trop fragile, mec. Il a dit trop puissant, lumière éternelle. Alors de leur part et de la mienne, jusqu'au bout du monde, et malgré les gens comme toi, nous crions tous en chœur, vive le cinéma.